Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous en partenariat avec l'IPRA. Merci beaucoup à John Tolan pour cette nouvelle collaboration. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Nadine Arafat, qui est avocate à Beyrouth et qui en même temps est à l'université d'Aix-en-Provence, et qui va évoquer la position de la femme au Liban et plus largement dans le bassin méditerranéen. Et merci beaucoup à Dominique Avon, qui est historien, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, de s'entretenir avec elle. Cette soirée est aussi en partenariat avec Ethica, puisqu'elle est dans le cadre du grand week-end de questions d'éthique sur les violences faites aux femmes, qui commence samedi à 15h. Donc c'est 2 jours de rencontres, de débats, de projections. Il y a une projection le samedi soir que je vous recommande tout particulièrement, un documentaire de Dieudo Hamadi, réalisateur de la République démocratique du Congo, Maman colonel, un portrait très très fort. Donc voilà, plein de choses pendant 2 jours à partir de samedi 15h. Et je pense que vous avez tous eu le programme. Autrement, je crois qu'il y en a encore quelques-uns là. Et je passe la parole à John Tolan. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous tous d'être venus nombreux pour cette deuxième rencontre de l'année, donc IPRA à l'UNIC. C'est notre 3e année de cette collaboration. Nous sommes ravis, comme d'habitude, de vous voir nombreux à ces entretiens. Donc, l'Institut de pluralisme religieux et de l'athéisme, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un institut donc, financé par la région Pays de la Loire, de chercheurs qui s'intéressent, chercheurs universitaires, historiens, sociologues, juristes et autres, qui s'intéressent à la place de la religion dans nos sociétés passées et présentes, et la place de la relation des religions avec l'État. Et nous avons aussi un certain nombre de formations professionnelles, un diplôme universitaire. On a aussi des événements grand public, dont cette collaboration avec le UNIC. Je voudrais aussi faire une petite annonce, un événement de la semaine prochaine, donc à Cosmopolis, à l'espace Cosmopolis, le 8 décembre, donc c'est vendredi de la semaine prochaine, 18h30. On va présenter un livre qui s'appelle Europa, notre histoire, une collaboration de 109 historiens venus de toute l'Europe et d'au-delà de l'Europe pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'identité européenne, la culture européenne. On va en parler donc le 8 décembre, 18h30, espace Cosmopolis. Et sans rien dire de plus, je vais passer la parole tout de suite à mon ami et cofondateur de l'IPRA, Dominique Avon. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes nombreux ce soir. Je ne sais pas si c'est en lien avec l'actualité. Sachez que le thème de cette soirée n'a pas été dicté par l'actualité. C'est celle-ci qui est venue le rejoindre. L'idée a émergé il y a un peu plus de 2 ans, alors que nous étions en train de préparer un atelier, c'était à Agadir, avec des collègues marocains, libanais, suisses et belges, sur le sujet du rapport entre femmes et religion. Le cours d'histoire qui en a été tiré est en ligne sur le site de l'IPRA. Donc si vous voulez accéder à ce cours en ligne, trilingue, vous pouvez le voir. Et dans le cadre de cet atelier, il y a eu un moment où nous avons réfléchi à la thématique du rapport entre société, violence et religion. Depuis, ça avait fait son chemin et j'ai suggéré, lorsqu'on préparait le programme de cette année, à Isabelle Schmitt et John Tolan ce sujet. Au départ, j'ai un peu surpris mes collègues, je vous avoue. Ils se demandaient bien pourquoi ce sujet était important et je les remercie beaucoup d'avoir fait confiance parce que ça ne s'imposait pas comme une évidence à ce moment-là. Aujourd'hui, ça paraît davantage prégnant et on va l'évoquer lorsque je vais poser une première série de questions à Nadine Arafat.
Le phénomène que nous allons aborder, en effet, celui des violences exercées par des hommes à l'encontre des femmes, a une dimension universelle. On va commencer par parler de ça ensemble. La prise de conscience est récente. Si je regarde ce que fait l'ONU, ce n'est qu'en 1999 que l'Organisation des Nations Unies a instauré une journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'aucune catégorie sociale n'est épargnée, aucune classe d'âge, aucun milieu social, aucune génération donc, aucune tradition religieuse, ou en l'absence de tradition religieuse, les courants athées ou agnostiques, aucun n'est épargné par ce mouvement-là. Des enquêtes ont été menées à l'échelle internationale. Vous avez une cartographie, vous trouvez des cartographies de la violence commise par les hommes à l'encontre des femmes. Alors vous avez des taches sombres dans certaines régions du monde, des taches plus claires. Parmi les taches plus claires, vous trouvez la France, la péninsule ibérique, Espagne, Portugal. Vous avez également la Suède, le Danemark, la Suisse. Ce sont les taches les plus claires sur la carte du monde. Mais quand le ministère de l'Intérieur en France vous explique qu'en 2016, il y a eu une femme décédée tous les 3 jours à la suite de violences commises par leur compagnon, ex-compagnon, conjoint, vous vous dites, ben voilà, la tâche claire, c'est quand même une femme qui meurt tous les 3 jours de violence. Et elle meurt. Ça veut dire que le nombre de violences est bien sûr beaucoup plus important. Ceci pour bien poser les choses. C'est-à-dire, ici, on n'est pas là pour donner des leçons. Mais on est là pour essayer de prendre les questions de manière très sérieuse, y compris en posant des questions en lien avec le religieux, ce qui est très sensible, ce qui est délicat. Je vais vous donner un exemple de débat qui a lieu à l'heure actuelle dans certains milieux musulmans. Ce débat porte sur la sourate An-Nisa, les femmes, et plus particulièrement le verset 34 de cette sourate. Je vous lis cette sourate-là. Les hommes ont ce verset, pardon. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci et à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles finissent par vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Je vous dis qu'il y a débat aujourd'hui en milieu musulman sur ce verset. Je vais vous indiquer quelques-unes des positions. Alors, il y en a qui disent c'est un non-sujet. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est un non-sujet. Il y en a d'autres qui ne maîtrisent pas l'arabe et qui ne se fient qu'aux traductions. Et il y a des traducteurs bien intentionnés qui n'ont pas mis le terme « frappez-les », même si c'est daraba, ils ont mis « corrigez-les ». Ça passe mieux en anglais et en français de mettre « corrigez-les » plutôt que « frappez-les ». Et puis, il y en a d'autres qui prennent la question au sérieux et qui disent « bon, vous avez des savants qui vous expliquent « oui, mais on peut frapper, mais juste avec le plat de la main. On peut frapper, mais sans faire couler le sang. On peut frapper, mais pas avec un bâton. » Vous avez de multiples positionnements sur ces questions-là. Et puis, il y en a d'autres qui disent, bon, frapper, c'est mieux finalement que de répudier. On répudie, c'est talaq, on répudie. Et donc, il vaut mieux frapper à un moment donné, on règle le problème et au moins, on ne répudie pas. Il y en a d'autres, et Nadine Arafat évoquera peut-être ce cas, c'est le cheikh Fadlallah, qui est un cheikh chiite, un des grands savants chiites du Liban de la seconde moitié du XXe siècle. Il y avait Moussa Sadr, Fadlallah et Shams ad-Din. Et Fadlallah dit, bon, nous avons ce verset. Il discutait avec des femmes. Je ne peux pas le changer, c'est Dieu qui parle, je ne peux pas le changer ce verset. Mais il n'y a pas à marquer que la femme ne peut pas frapper l'homme. Donc si l'homme frappe, la femme peut frapper l'homme. Elle peut se défendre. Vous voyez une autre manière d'aborder ou de traiter ce sujet-là. Et puis, il y a ceux qui disent il faut prendre le texte coranique différemment. Je vous ai indiqué ici une succession de positions de croyants musulmans autour d'un verset qui est un des versets les plus tendus à l'heure actuelle.
il y a 2 siècles, 3 siècles, il ne posait pas forcément problème. Aujourd'hui, c'est un des versets qui sont les plus sensibles. Donc, ceci pour vous indiquer qu'il y a une question contemporaine. Alors, ce n'est pas moi qui tient le propos ce soir. Je suis là pour interroger Nadine Arafat. Isabelle Schmitt, tout à l'heure, a indiqué que Nadine Arafat était avocat au barreau de Beyrouth. C'est le cas depuis 2008. Elle est également membre de la clinique du droit international de droits de l'homme de l'Université d'Aix-Marseille et membre de l'association Forum Femmes Méditerranée, la section d'Aix-en-Provence. Au cours du repas, elle nous a rappelé qu'elle a réalisé des documentaires, dont un sur l'esclavage moderne en France, les droits des femmes en France aussi, et puis les questions, ceci aussi nous en avons parlé au moment du repas, de la corruption au Liban. C'est une personne donc qui est à la fois juriste et qui a une activité militante en faveur des droits de l'homme et des droits de l'homme entendus au sens des droits de l'être humain et des droits de la femme en particulier. Elle s'intéresse également aux droits des mineurs et des déficients mentaux. Je suis très très honoré de pouvoir l'interroger ce soir. Donc ça se passera de la manière suivante. Je préparer une série de questions et puis bien sûr, comme dans toutes les soirées que nous organisons au lieu unique, la parole sera à vous à un moment donné. Alors, pour commencer, partons de l'actualité. L'automne 2017, qui a été un moment de mobilisation à l'échelle internationale contre les violences physiques et psychologiques faites aux femmes par les hommes. La première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous pourriez dresser un peu une esquisse de ce mouvement à l'échelle internationale? Tout d'abord, merci beaucoup. Merci d'être venu et merci d'avoir m'accueilli à Nantes. Avant de commencer de répondre à cette question, j'aimerais bien me présenter moi-même, pas comme avocate, mais je suis Nadine Arafat et je suis née à Baalbek. C'est une ville au Liban qui garde les traditions et les habitudes et les mœurs. Et ce que j'aimerais bien échanger avec vous, ce sont des réflexions et des analyses autour de tout ce qui s'est passé avec moi durant mon enfance et durant mon adolescence et jusqu'à maintenant. Et aussi, avant de commencer, permettez-moi de commencer avec 2 femmes qui m'ont beaucoup, qui ont influencé sur moi. May Ziedeh, qui est une écrivaine libanaise, qui est née en 1886 et décédée en 1945. Elle est parmi les pionnières féministes dans le monde arabe. Et aussi Laure Mreizel, qui est née en 1929 et elle est décédée en 1997. Laure, elle était avocate et elle a beaucoup milité, elle a beaucoup travaillé pour changer les lois au Liban, et les lois qui concernent les femmes et la participation des femmes dans la vie politique et la vie culturelle. Et aussi, avant de commencer, j'aimerais bien juste partager avec vous une petite phrase de May Ziedeh. Peut-être cette phrase peut conclure la situation des femmes au Liban ou dans les pays arabes. Elle a vécu une histoire d'amour avec Khalil Gibran, qui est un auteur libanais, et ils ont juste échangé des lettres. Et ils n'ont jamais rencontré durant la vie ni de May Ziedeh ni de Gibran. Et au début d'une lettre à Gibran, elle a écrit « J'ai écrit toutes ces lignes et toutes ces phrases pour éviter le mot « amour ». Alors, parce que l'amour, c'est quelque chose de honteux pour une femme, pour déclarer qu'elle aime un homme ou bien elle est amoureuse et tout. Et je peux dire que cette phrase m'a beaucoup influencée, m'a beaucoup touchée dans ma vie.
Et si je suis maintenant à Nantes et je suis née à Balbec et je viens d'Aix-en-Provence, mais je ne peux que commencer cet échange avec ces deux auteurs. Et là, je reviens pour répondre aux questions sur la mobilisation et la sensibilisation sur la question, sur la violence faite contre les femmes, surtout sur ce qu'on appelle MeToo, moi aussi. Pour une petite introduction juridique, il y a deux conventions, ou bien une convention qui est très importante. C'est la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. C'est une convention qui a entré en vigueur en 1981. Cette convention, c'était la première convention sur le plan international qui lutte pour, ou bien qui a poussé les femmes pour lutter pour leurs droits sur le plan économique, le plan politique, et même pour changer les lois dans le droit civil et le droit pénal. Et aussi, il y a une autre convention où on peut dire que c'est une déclaration des Nations Unies, qui est la Déclaration universelle pour éliminer toutes les violences, toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Et l'importance de cette déclaration, elle a reconnu la première fois que la violence faite à l'égard des femmes, il y a des raisons historiques qui ont poussé à traiter la femme à cette façon. Pour la sensibilisation, alors malgré toute la déclaration et malgré la Convention internationale, la violence faite aux femmes reste toujours une question universelle. La sensibilisation MeToo. Je trouve on est réveillés un bon matin comme des citoyens, que nous sommes à la maison et tout, et on a vu que sur Facebook et sur Twitter, on va écrire maintenant MeToo et on va parler sur notre histoire qui concerne le harcèlement ou le viol. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez lever le doigt, qui ont réagi qui ont écrit MeToo sur Facebook ou sur Twitter? Personne. Ok, d'accord. C'est bien. Sur mon Facebook, moi je me suis réveillée, j'ai vu le Facebook, j'ai trouvé que les amis qui peuvent écrire sur leurs histoires, MeToo, moi oui, j'ai eu l'harcèlement sexuel ou bien le viol bien sûr non, mais harcèlement sexuel était plus facile de parler. C'est bien comme une sensibilisation parce que c'est important que les femmes parlent de leurs histoires. Et aussi, à côté de Facebook et Twitter, il y avait quelques manifestations à Marseille, à Lyon, à Aix-en-Provence. Même Forum Femmes Méditerranée a organisé une manifestation à Marseille et ils ont demandé aux femmes de parler sur cette question et de leur expérience. Mais est-ce que toutes les femmes peuvent utiliser ce slogan et parler facilement sur Facebook et Twitter que oui, moi je peux parler de mon histoire publiquement, en public? Je pense que non. Je pense que non. Et aussi, j'ai eu l'occasion de regarder une émission à la télévision jordanienne. Comme MeToo a influencé le journaliste jordanien, alors il a accueilli plusieurs femmes pour parler de leurs histoires d'harcèlement sexuel et de viol. Et il a aussi accueilli 3 hommes politiciens. Et les femmes, ils ont commencé. Alors, je vais parler d'une fille qui a parlé d'un harcèlement sexuel et comment elle est partie au commissariat pour demander une aide.
Mais la police qui travaille au commissariat, il a commencé à harceler la fille. Comment c'était la réponse, comment c'était la réaction de politiciens? Le politicien, qui est bien âgé, alors il a dit « Quel âge as-tu » Elle a dit « Moi, j'ai 19 ans. » Alors, la réponse, c'était « Comment, à cet âge, vous avez toute cette expérience dans la vie ?» Et voilà, là, il y avait une discussion entre le politicien et la fille, mais le politicien, il n'a pas accepté que la fille parle de son expérience et de dire « Non, moi, j'étais victime d'un harcèlement sexuel. » Et le résultat était de quitter l'émission et partir. Et je donne un exemple aussi. Cette campagne dans ma ville, par exemple, Baalbek, n'est pas acceptable que la fille ou la femme prend la parole et écrire sur Facebook que oui, moi j'étais victime d'un harcèlement, ou bien faire une manifestation pour parler d'un harcèlement. Pour cela, je trouve que cette campagne, malgré l'importance que la femme parle sur son expérience, et c'est important de parler, ça reste un privilège, entre guillemets, pour des femmes qui ont déjà passé des stades dans leur lutte, et elles peuvent parler de ça. C'est très important que vous nous ayez montré justement les limites du caractère universel de cette mobilisation qui en fait n'était pas possible partout. Et donc dans ce premier temps de notre échange, je crois qu'il fallait souligner ceci. Ce qui fait que quand on parle de l'affaire Weinstein, des conséquences de l'affaire Weinstein, etc., ça reste quand même des conséquences qui ont des effets en milieu européen, nord-américain, peut-être latino-américain aussi, mais dans les régions dont nous allons parler maintenant, ça a été beaucoup plus limité, même si on en a parlé. Il y a eu des émissions sur France 24 arabes, donc c'était des personnes qui parlaient en langue arabe sur ces questions-là. Que peuvent faire les journalistes pour aider les femmes? Que peuvent faire les acteurs politiques? Mais c'est France 24 arabe, c'est enregistré à Paris, ce n'est pas enregistré à Baalbek. D'accord ? Donc c'est le premier point. On va venir justement à l'importance d'une mobilisation militante, là où ce n'est pas facile spontanément pour les femmes de s'exprimer, et qui est liée à ce qui s'est passé l'été dernier. Donc on va vous proposer, tenez-vous bien, on va vous proposer, je le montre maintenant, deux vidéos l'une après l'autre qui vont vous montrer une réalisation, une performance, on peut dire, une performance, mais une performance autour d'une question cette question extrêmement violente. Et puis ensuite, un exemple de mobilisation qui va nous permettre de nous introduire dans les débats qui ont eu lieu notamment l'été dernier au Liban, en Jordanie et en Tunisie pour une modification de la législation. En amont, il y a eu ce type de mobilisation que vous allez voir dans un instant. Donc vous avez vu des femmes qui manifestent, vous avez vu une performance artistique autour d'un article du Code pénal libanais, qui est l'article 522. Ce qui est en jeu est la chose suivante. Jusqu'à l'été dernier, un violeur échappait à toute poursuite si l'épousée l'a violé. Et ce que demandaient les femmes qui ont manifesté, les femmes qui ont réalisé ça, et les hommes qui ont manifesté avec ces femmes-là, c'était l'abrogation de cet article-là. Et la question que je voudrais poser à Nadine Arafat maintenant, c'est au cours de l'été dernier, parce que tout ça s'est dénoué l'été dernier, en Jordanie, en Tunisie, au Liban, des mesures législatives ont conduit à l'abolition de ces articles des codes pénaux. Comment expliquer cette concomitance ?
Quels ont été les réseaux transnationaux d'associations en faveur de défense des femmes qui ont joué un rôle particulièrement actif pour atteindre ce résultat? Et en quoi le monde de l'art et de la culture a contribué à faire changer les mentalités des élus disposant d'un pouvoir législatif? Pour la question de concomitance, le mouvement des femmes arabes n'est pas récent. Les femmes arabes, ils ont travaillé toujours ensemble et ils ont créé l'Union des femmes arabes en 1944. Ils ont travaillé ensemble au début pour lutter contre la colonisation, au début pour avoir des droits politiques et pour le droit à l'enseignement et le droit pour travailler, pour que la femme travaille au début. Alors, il y avait toujours une coopération entre les femmes dans les pays arabes et surtout entre les femmes en Tunisie et au Liban. Mais malheureusement, à cause de la guerre, à cause de crises politiques dans l'histoire, le mouvement des femmes le mouvement de femmes arabes a affaibli durant l'histoire. Alors, parfois, s'il y a un problème politique entre l'Irak et le Koweït, les femmes à Koweït ne parlent pas avec les femmes en Irak, ou bien s'il y a un problème, quand l'Égypte a signé l'accord de paix, par exemple, avec Israël, les femmes arabes, ils ont mis à l'écart les femmes égyptiennes. Mais et aussi, il y avait, après toutes ces crises politiques, il y a le système politique, la démocratie et le système politique qui est très lourd sur les femmes et sur les hommes. Les femmes, elles ne peuvent pas parler de tout ce qu'elles veulent dans un système politique qui ne respecte pas la démocratie et la liberté. Est-ce qu'il y a une concomitance? Alors voilà, je trouve qu'il y avait toujours une coopération entre les femmes dans les pays arabes. Et surtout sur la question de l'article 522, il y avait une grande coopération entre le mouvement des femmes en Jordanie et au Liban. Et il y avait toujours des réunions entre elles. Ils ont fait la campagne ensemble, ils ont fait la formation ensemble, ils ont même essayé de faire des négociations avec les religieux, que ce soit en Jordanie ou au Liban, ensemble. Mais cette fois, la coopération avec la Tunisie était un peu différente parce que la Tunisie, ils ont changé, ils ont promulgué une loi qui est une loi complète sur la question, sur la violence faite contre les femmes et non pas seulement sur la question d'un article 522. Alors là, je dis que la coopération était toujours entre les femmes arabes et maintenant même avec les révolutions politiques et ce qui se passe dans le monde arabe malgré la difficulté, je trouve que cette coopération, même si c'est une coopération un peu timide, mais ça existe toujours pour aussi changer les autres articles dans les lois. Alors, pour ce qui est du rôle des médias et des milieux culturels et artistiques, est-ce qu'il y a eu des noms d'associations, d'artistes ou que vous voulez spécifiquement mettre en avant? Par exemple, on a vu, c'était à un moment la corniche de Beyrouth, donc c'est pas à Baalbek, parce qu'à Baalbek, on n'aurait pas pu faire ça, mais là, sur la corniche de Beyrouth, on peut le faire. Donc, on peut faire même ça à Baalbek sur cette question d'article 522. On peut faire, mais toujours le problème, comment on va introduire un mouvement dans une ville qui n'accepte pas les idées nouvelles. Alors, pour introduire ces idées, il faut parler. Il faut se baser, par exemple, sur la religion qui dit non, mais il faut bien traiter la femme parce que je ne sais pas, le prophète, il a fait ça et ça avec les femmes. Alors, on peut, mais ça reste délicat. Alors, pour entrer dans une ville qui garde les traditions, on va
on va chercher c'est quoi la porte, comment on va ouvrir pour parler de ces problèmes. Mais avant de répondre à cette question, vous m'avez demandé une question sur la coopération, aussi les organisations internationales. Là, j'ai commencé la discussion avec la Convention internationale et avec la Déclaration des Nations Unies. J'ai commencé de citer la Déclaration et la Convention parce que le développement et les mouvements qui se passent maintenant dans les pays arabes ou dans les pays africains ou dans les pays, entre guillemets, de tiers-monde, parce que je n'aime pas utiliser ce terme, tout ce développement se fait parce qu'il y a un projet des Nations Unies, un projet de développement durable. Il y a 17 objectifs dans ce projet. De lutter contre la pauvreté, de protéger le climat et tout, et aussi de travailler pour l'égalité de sexe. Et ça entre dans cet objectif, tout ce qui concerne la violence faite contre les femmes ou les droits des femmes sur le plan politique ou culturel et économique. Alors, toujours, il y a un travail sur le plan international et il y a aussi un financement pour faire ce travail parce que les associations Ab'ad ou CAFA, elles ne peuvent pas faire ce travail gratuitement. Alors, l'organisation internationale et les organisations internationales financent ces projets. Bien sûr, il y a des critiques. Pourquoi il y a une organisation internationale qui vient pour imposer les projets, des projets internationaux? Pourquoi on ne commence pas de notre pays, à savoir où sont les problèmes qui concernent les femmes, comment la société peut accepter ou accepte la lutte pour émanciper la femme et tout. Alors, il y a toujours des critiques et il y a même des personnes qui refusent participer à tous ces mouvements parce que pour eux, c'est pas un mouvement national, mais c'est international. Mais en tout cas, même moi que je critique un peu quelques projets parce que je trouve qu'avant de parler avec, il faut toujours comprendre ce qui se passe dans le pays sur le plan politique et sur le plan historique pour réussir un mouvement, pas pour réussir un mouvement maintenant, mais pour réussir un mouvement à long terme. Mais aussi l'importance des organisations internationales, on peut arriver à mi-chemin entre ce qu'on réfléchit et ce qu'on a besoin dans nos pays et ce que les organisations internationales peuvent apporter à notre pays. Est-ce que le mouvement culturel ou artistique a influencé sur les députés pour faire ce changement? Moi, je trouve que le système politique libanais, c'est un système confessionnel. C'est-à-dire un politicien doit toujours respecter ce que les hommes religieux veulent. Alors, le monde de l'art, de la culture est important, mais est-ce qu'ils ont intéressé, eux, de suivre ce monde? Et après, quand il y a les élections, ça va risquer la vote ou bien ça va risquer leur réussite dans les élections. Je trouve que tout ce qui est culturel ou artistique a vraiment influencé sur la société civile, sur les citoyens. Et les citoyens, ils ont bien travaillé pour mettre un cadre, pas seulement pour changer l'article 522, mais en 2014, on a réussi encore de promulguer une loi qui protège la femme et la famille. Et ici, on trouve que le Parlement, il n'a pas accepté d'utiliser le mot femme seulement, de protéger la femme contre les violences conjugales. Ils ont dit non, on utilise la femme et la famille. Parce que toujours, il faut que la femme ait une partie de la famille et non pas la femme toute seule. Et ça entre dans la culture libanaise. Les députés libanais, ils étaient obligés d'accepter
de changer cette loi. Et si on regarde un peu, ou on lit un peu les discussions durant les travaux préparatoires, on trouve qu'il y avait une discussion vraiment comique, parce que parmi les interventions, il y avait un député qui a dit « Mais regardez, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils regardent le Facebook, le Twitter, et il faut faire attention. Alors, il ne faut pas changer les articles comme ça. Il faut toujours, faire attention à tout ce qui est nouveau dans cette société, parce qu'on a peur que les enfants suivent tout ce qui est occidental et tout. » Alors, c'est un député, mais bien sûr, heureusement, ce n'est pas tous les députés qui ont parlé comme ça. Alors, la discussion durant les travaux préparatoires, non, ne montre pas que les députés, ce sont eux qui mènent la société vers le développement. C'est la société civile qui mène le pays vers le développement. Alors, le point que vous venez d'aborder nous permet d'arriver à un vraiment des nœuds centraux de notre échange, c'est-à-dire il y a un conflit de valeurs. Pourquoi ce code pénal était-il en vigueur ? C'est-à-dire pourquoi, quand un homme viole une femme, s'il veut échapper à la justice, il se marie avec cette femme et il échappe à la justice. D'où ça vient ? Ça vient d'une conception de l'honneur qui prime le droit de la femme. Donc l'honneur est au-dessus de la femme. Plus encore que ça, c'est la femme n'est pas la propriétaire de son honneur, elle n'est que la gardienne de son honneur. D'accord ? Donc dans cette conception anthropologique, la femme, et on le voit dans différents traités, la femme n'est pas propriétaire d'elle-même, donc de son honneur, elle est juste la gardienne de cet honneur-là. Si elle est violée, ce n'est donc pas vraiment elle qui est violée. Et donc, son destin lui échappe en partie. Donc, il y a derrière toute cette représentation du rapport homme-femme et de la femme. La question que je voulais vous poser, on le voit bien, ces différences anthropologiques, quand on regarde le code pénal unifié des 22 États arabes, 21 plus les Palestiniens. Comment vous, en tant que juriste, vous pouviez, avant l'abrogation de cet article du code pénal libanais, vous pouviez justement combattre sur le terrain anthropologique en disant cet article existe, mais non, c'est inacceptable qu'une femme violée soit mariée avec son violeur. Comment vous pouviez faire avant ? Avant, c'était difficile de défendre pas seulement cet article, mais plusieurs articles. Parce que le texte de loi existe, et surtout un droit pénal, on ne peut pas interpréter un texte pénal s'il est clair. C'était très difficile, mais toujours il faut chercher la porte, c'est-à-dire c'est la campagne, la société civile, le média, la télévision, qui nous aide à parler de l'histoire de cette femme, de ses enfants. Et là, il y a un mouvement, une mobilisation dans la rue pour pousser le juge à prendre une décision en utilisant l'équité, tout ce qui est équitable. Mais c'est difficile. Mais parfois, je sens que je joue le rôle, pas d'une avocate, mais une assistante sociale. Parce que s'il y a, par exemple, pas la question de viol, mais la question de divorce et le droit de garde, parce que la femme libanaise dans la confession chiite, par exemple, elle n'a pas le droit de garder son enfant après 2 ans, s'il y a un divorce, après 2 ans. Alors la femme vient chez moi pour me dire, moi je vais divorcer, mais j'ai peur, j'ai mon enfant, qu'est-ce que je vais faire ? Et ici, vraiment, c'est très difficile. Et même la femme, si elle essaye de voir son enfant et de prendre, par exemple, son enfant de l'école, ou bien voir son enfant et après prendre son enfant chez elle, elle risque d'entrer dans la prison. Et tout ça existe. Et il y a, je pense, 6 mois au Liban, il y a une femme qui s'appelle Rita, et elle a un enfant. Elle a pas le droit de garder son enfant. Elle a pris son enfant de la garderie.
et après, son histoire est finie dans la prison. Ici, la société civile, les associations, elles ont travaillé sur ce sujet dans les médias, dans la télévision, et on a obligé le juge pas de prendre une décision juridique, parce que ce n'est pas juridique ce qu'il a fait, parce qu'il y a les lois, mais c'est plutôt pour utiliser les notions d'équité pour libérer la femme. Alors la question vraiment est très difficile, même pour la question de viol. Il n'y a pas des statistiques qui nous montrent avant même les femmes qui ont été obligées de se marier avec son violeur. Mais parce que toujours il y a la honte, l'honneur, toujours c'est caché. Peut-être parler un peu plus de cette notion d'honneur qui n'est pas forcément compréhensible dans le contexte français. Okay. Essayez d'expliquer ce que ça peut signifier concrètement l'honneur. Pour commencer, pour expliquer un peu cette notion de l'honneur, aussi je reviens un peu dans l'histoire parce que c'est important. Il y a si je reviens à la civilisation babylonienne ou bien la civilisation sumérienne et la civilisation phénicienne, il y avait Ishtar, la déesse de l'amour. Dans l'épopée, par exemple, l'épopée Gilgamesh, quand ils ont décrit l'image de cette femme, cette femme, elle se met sur un monstre et elle ressemble entre la criminalité et l'agressivité. C'est une image très forte contre les femmes. Après, un autre mythe qui parle d'Ève et Adam et comment Ève a aussi poussé Adam à prendre le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et elle a fait le péché, en fait. Elle a incarné le péché dans la vie. Et aussi une autre mythe grec sur la boîte de Pandore. Alors, comment aussi elle apporte la catastrophe dans la vie. Il y a toujours cette image qui est très dure envers les femmes. Et l'homme, il est la victime de femmes. Alors tout ce qu'il fait contre cette femme, c'est acceptable parce que c'est lui qui va sauver le monde. Alors l'islam, le christianisme ont adopté l'histoire le mythe d'Ève et Adam. Et bien sûr, dans une société arabe qui est avant, il a bien accueilli cette idée. Et ils ont commencé à travailler, ils ont commencé dans l'histoire à travailler cette idée. Et la notion de l'honneur, comme l'homme, il va gouverner ce monde, il a le pouvoir de gouverner ce monde après ce péché de la femme et tout. Alors, il va chercher une valeur. Et c'est quoi la valeur? La valeur est l'honneur. Bien sûr, l'honneur, si on va définir l'honneur, il y a la côté positive dans le monde arabe qui a la générosité, l'amour, l'homme qui essaie de protéger la femme et tout. Mais avec ces avantages, il y a aussi la propriété. C'est-à-dire l'honneur, mon honneur, c'est ma famille, le tribut qui appartient à moi. Alors, la femme qui va participer à la reproduction de ma société, de ma famille, il faut qu'elle soit pure, vierge, ma propriété. Il faut que je suis la première personne, entre guillemets, qui utilise cette femme. Et s'il y a une autre personne qui aussi, entre guillemets, qui utilise cette femme, alors ça va être... par exemple, on va avoir des enfants qui n'appartiennent pas à l'homme. Alors, pour cela, la femme, il faut qu'elle soit pure, une propriété pour lui. Et paradoxalement, la femme ou les femmes, elles participent à incarner les codes que l'homme a fait ou les normes que l'homme a fait pour protéger sa famille.
Alors, elle va passer toutes ses idées sur l'honneur à sa fille, à sa petite fille, et ce qui a aidé à maintenir cette idée et cette valeur jusqu'à maintenant, parce que comme en France, il y a les valeurs de la République. Par exemple, au Liban, il n'y a pas, ou bien dans les pays arabes, je parle du Liban maintenant, il n'y a pas les valeurs de la République. Il y a la valeur de la famille. Et la valeur de la famille qui doit respecter toutes les normes de la société. Et sur le plan économique, comme l'État n'existe pas comme ici en France, alors la femme, elle ne peut pas toujours même les femmes et l'homme, ils ne peuvent pas laisser la famille facilement. Ils restent dans la famille jusqu'à le temps de mariage. Alors, comme il y a une dynamique, que la famille existe, alors il faut protéger les codes de cette famille toujours. Il y a la question de l'honneur, mon apparence envers l'autre. Mais malheureusement, mon apparence envers l'autre, c'est toujours c'est comment on a éduqué notre fille et non pas notre garçon. Parce que le garçon, il a le droit de faire ce qu'il veut parce qu'il est le garçon. Mais la fille, la dignité de la famille, c'est la fille. C'est-à-dire, si moi j'ai bien éduqué ma fille, c'est-à-dire j'ai commis la mission comme il faut. Alors, cette question de l'honneur est en relation très directe et automatique et très dure avec la virginité de la fille ou de la femme. Alors, est-ce que cette notion existe toujours au Liban on peut maintenant chercher n'importe quelle vidéo sur les soirées libanaises. On trouve des filles qui dansent, des femmes qui dansent à la plage. Dans l'apparence, on doute sur ce que je parle maintenant. Peut-être c'est un peu bizarre, mais il y a dans l'inconscient des citoyens, dans l'inconscient, il y a toutes ces idées qui existent et qui restent jusqu'à maintenant. Et voilà, la victime, c'est la femme. Oui, on travaille, on participe dans la vie politique, mais il y a ce problème de virginité, de l'honneur de la femme. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à... Je pense que vous nous avez... Il y aura sans doute d'autres questions, mais vous nous avez mieux éclairé sur ce que pouvait signifier très concrètement cette question de l'honneur, du déshonneur, et donc du fait qu'il fallait couvrir cet honneur-là. Alors, dans l'avant-dernière batterie de questions que je voudrais vous adresser, vous avez évoqué tout à l'heure le rôle des hommes de religion. Et c'est bien, d'ailleurs en arabe, on dit « rijal ad-din », on dit « homme de religion », on ne dit pas « femme de religion ». Hein. Si je reprends le code pénal tunisien, il s'articule de la manière suivante. Il y a des intérêts indispensables, des intérêts nécessaires et des intérêts qui visent à améliorer la situation. Et dans les intérêts indispensables, donc dans la première catégorie d'intérêts, il y a 5 ordres. Les 2 premiers sont 1, la religion, 2, l'être humain. Mais la religion vient avant l'être humain. Donc vous voyez, il y a une hiérarchie à l'intérieur du code pénal de la Ligue des États arabes qui est très claire. Et donc, pour définir ce qu'est la religion, eh bien, il y a les hommes de religion. Or, les hommes de religion, dans ce débat concret, ont pesé. En particulier, le moufti de la République libanaise. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le rôle des hommes de religion dont vous avez parlé tout à l'heure quand vous avez dit mais les députés étaient un peu coincés par ce que pouvait dire tel ou tel homme de religion. Alors, certains se sont tus, d'autres se sont prononcés en disant « ça, vous ne pouvez pas modifier » de manière très concrète. Le Liban étant un cas intéressant puisqu'il a 18 confessions, une grande palette des confessions chrétiennes, plus chiites, sunnites, druzes et alaouites également. Donc on a vraiment une palette de confessions représentées, donc d'hommes de religion représentés. Dans cette campagne et la campagne quand on a promulgué la loi en 2014, si vous avez visité le Liban à cette époque, vous trouvez des panneaux partout. Il y a des hommes religieux de toutes les religions. Ils parlent de l'importance de changer la loi ou bien de faire une loi pour protéger la femme
les femmes et la famille. Alors, c'était les hommes. Il y a une publicité pour changer une loi sur la femme, mais ce sont les religieux qui acceptent. C'est-à-dire, si les religieux, ils ont accepté de faire ce pas, alors voilà, nous sommes à l'aise, alors on peut négocier avec les députés. Pour moi, quand j'ai vu les panneaux la première fois, j'ai dit, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que moi, j'ai besoin d'un homme, aussi j'utilise un homme religieux, de me dire, OK, moi j'accepte pour changer les lois, mais la société marche comme ça, fonctionne comme ça. Le Mufti, qui est l'homme religieux le plus important dans la confession sunnite au Liban, bien sûr, s'il va accepter de changer l'article 522 et après il va accepter de changer un autre article, les femmes, un jour, elles veulent demander, surtout les femmes musulmanes, parce que chez la confession chrétienne au Liban, ils ont une loi pour l'égalité d'héritage. Mais après l'article 522, je ne sais pas, peut-être les femmes, elles pensent changer aussi les lois sur l'héritage, ou bien de ne pas accepter le mariage avec 4 femmes. Alors, si on va détruire une idée dans la religion, on va aussi détruire les autres idées. Et ce qui est sacré, ça va changer. Alors c'est pour cela, eux, ils résistent tout le temps pour ne pas changer les lois qui concernent le statut familial. Ici, je veux dire qu'au Liban, il y a 18 confessions, mais parce qu'il y a aussi les laïcs, il y a 19 confessions. Oui. Oui, alors chaque confession a ses lois en ce qui concerne le statut personnel, le statut familial. Et il y a des tribunaux qui règlent les questions qui concernent la famille, le divorce, le garde, tout. C'est pas l'État, c'est pas le droit civil, c'est pas les tribunaux normaux. Non, ce sont les religieux qui dirigent tout ça. Donc, tout ce qui est mariage, divorce, héritage, en gros, c'est ça. Oui. C'est chaque confession qui gère les questions de mariage, divorce, héritage. Et si on va travailler sur cet article et on va dire non, il faut pas échapper il faut pas escompter le violeur de son crime. Alors après, qu'est-ce qu'on va parler de mariage des mineurs? Voilà. Alors il y a des questions parce que même dans les discussions durant les travaux préparatoires, on trouve à chaque fois quand il y a un député qui n'est pas d'accord avec cet article, il nous rappelle, mais comme ça, vous touchez le statut familial. Si on reste bien sûr toujours avec ce système où les religieux jouent un rôle très important, on ne peut pas avancer dans les droits civils. Voilà, c'est pour cela le Mufti n'accepte pas tout simplement parce qu'il y a un risque de demander des autres droits. D'accord, donc ouvrir une fenêtre, en fait, c'était ouvrir tout grand la porte. Oui. D'où la crainte. Est-ce que néanmoins, vous avez pu, même si a priori vous n'aviez pas envie, est-ce que vous avez pu vous appuyer sur tel patriarche, tel imam, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui vous ont dit « nous on y va, nous on y croit et puisque nous avons un rôle important dans la société, on vous apporte notre contribution ». C'est ce que vous avez semblé dire en parlant de cette campagne d'affichage. Donc, oui. Est-ce que vous pouvez donner quelques noms de ces figures-là qui ont été proactives d'une certaine manière dans le sens de l'abrogation en tout cas? Après, quand on a fait l'abrogation, quand on a mis quand on a mis les panneaux dans la rue, alors après, quand on a eu le OK, l'accord de Mufti et tout, après, si on va mettre tout ça dans les rues, c'est un peu contre sa volonté, c'est pas un truc faisable. Alors, OK, ils ont accepté, alors parce que les autres religieux, ils demandent son accord aussi pour parler de ça. Alors, pour vous laisser tout de suite, très bientôt la parole, une dernière série de questions.
il y a eu donc un changement cet été au Liban, en Jordanie, en Tunisie. Quels sont les moyens que vous vous donnez pour pérenniser ces acquis? Est-ce que vous voyez d'autres engagements immédiats que vous avez déjà pris? Quels sont-ils pour que les personnes qui sont présentes ici ce soir, qui n'avaient peut-être pas idée de l'intensité de la problématique, pas loin d'ici, hein, vous traversez juste la Méditerranée, qu'ils puissent suivre, que vous puissiez suivre ces enjeux, donc les prochains débats ou points d'engagement qui sont les vôtres après ce qui s'est passé cet été? Pour protéger ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il faut bien sûr travailler sur l'éducation, sur les écoles, avec les écoles, sur l'éducation. C'est très important pour que la nouvelle génération adopte tous ces principes comme ce sont des principes normaux et il n'y a pas de questions sur ce qu'on a déjà fait. Est-ce que c'est difficile? Oui, bien sûr, c'est difficile parce que, le système éducatif au Liban, il ne s'intéresse pas beaucoup à ces questions. Alors, c'est un travail personnel des écoles ou bien des associations qui vont intervenir après dans les écoles pour encourager les enseignants pour travailler sur ce sujet. Et bien sûr, si on va rester avec un système politique comme au Liban, qui est un système confessionnel qui va toujours prendre en considération ce que les religieux décident, c'est trop difficile d'avancer. C'est important, bien sûr, de changer un article, mais est-ce que l'article peut changer une société? Je pense pas. C'est un travail d'un État, d'un pays, des valeurs. C'est un long travail, c'est un long chemin pour garder tout ce que la société civile et la société libanaise essayent de faire maintenant. On travaille maintenant avec le barreau de Beyrouth sur un projet sur le mariage civil. Parce que le mariage civil aussi n'existe pas au Liban. Si un Libanais décide, des Libanais décident de faire un mariage civil, ils voyagent à Chypre ou bien en France ou Turquie pour faire un mariage civil. Et le problème même que les conséquences de mariage civil quand on revient au Liban, ce sont les mêmes conséquences d'un mariage religieux. C'est-à-dire juste, ils ont échappé de ce premier pas qu'on ne se marie pas devant l'institution religieuse. Mais en fait, comme il n'y a pas des lois claires sur la question de mariage civil, on applique les lois des confessions. Pour vous donner un exemple concret, un maronite qui se marie avec une chiite à Chypre pour faire un mariage civil, ça passe par le ministère des Affaires étrangères, puis ça passe par le ministère de l'Intérieur, puis ce mariage est reconnu au Liban, mais les enfants auront une confession. Et c'est la confession du père, parce que vous ne pouvez pas être citoyen libanais hors d'une confession. Donc c'est exactement ce que vient de vous dire Nadine Arafat. Vous échappez à la dimension confessionnelle au moment du mariage, puisque votre mariage est civil et qu'il est reconnu par l'État libanais après une longue procédure, mais vos enfants, eux, auront une confession, forcément. Donc c'est ça qui est en jeu. Oui, maintenant, il y a le droit de supprimer la confession d'extrait civil. Et on a le droit. Mais le problème, si on supprime la confession d'un extrait de civil, familial ou bien individuel, le problème, il n'y a pas des lois claires, il y a des lois, mais il n'y a pas des lois claires qui nous aident à savoir on va appliquer quoi sur le mariage, sur le divorce, sur les enfants, sur l'héritage. C'est pour cela que je dis il y a le 19e, parce qu'il y a 4 ans qu'on a eu ce droit de supprimer la confession, parce que jusqu'à maintenant, on écrit la confession religieuse sur les papiers officiels, même si on va présenter notre dossier pour un poste officiel. Ils nous demandent c'est quoi votre confession et non pas religion. Voilà.
Nous avons parlé à un moment, je ne sais pas combien de temps déjà, mais je pense que ce serait très intéressant de vous entendre, vous, poser vos questions et prolonger ainsi l'échange. Donc un micro va circuler, je pense. Sinon, je vais prêter le mien. Oui, n'hésitez pas à lever vos doigts, il y a un micro-baladeur. D'abord, merci d'être venu à Nantes. Vous nous apportez un regard sur la façon dont la société de votre pays est, la façon dont elle est clivée par la religion. Une question que je voudrais vous poser par rapport à la religion druze. Est-ce qu'il vous a semblé que cette société qui est, disons, assez secrète dans son confessionnalisme, on va dire ça comme ça, est-ce qu'il vous a semblé qu'elle était plus ouverte à cette question de la liberté, du choix des femmes, et cet article qui a été très problématique pour la survie des femmes là-bas, au Liban? Pour la confession druze, ils appliquent dans tout ce qui est statut personnel ou familial, ils suivent la confession sunnite. Bien sûr, ils ont quelques lois, mais tous, ils sont très proches à la confession sunnite. Il y a bien sûr quelques différences sur la question de mariage. Sur cet article, et durant les travaux, les discussions, durant les travaux préparatoires, il y a Wael Abou Faoul, qui était le député de Druze, qui a discuté sur cet article. Il était d'accord avec l'abolition de cet article, mais ça ne veut pas dire que la société de la confession druze, ils sont ouverts sur cette question, ou bien sur d'autres questions qui concernent l'honneur, parce que dans les lois de cette confession, il ne faut pas se marier avec une autre personne qui n'appartient pas à cette confession, que ce soit l'homme ou bien la femme. Parce que si on se marie avec une autre personne d'une autre confession, on ne peut pas avoir l'incarnation après le mort. Alors, c'est un peu difficile. Alors, pour cela, c'est une confession un peu fermée dans leurs lois et aussi dans leurs traditions et leurs habitudes. Mais il faut dire, après, si les députés ne veulent pas changer cet article, ils peuvent facilement, après cet article, le projet de changer cet article est resté 10 ans dans les tiroirs du Parlement. Alors, c'était un travail de 10 ans pour changer cet article. Mais après, ils ont changé cet article et ils ont promis toutes les religions, on ne va pas toucher le statut familial, mais juste on va changer cet article. Et c'est pour cela qu'ils ont réussi à changer cet article. Juste, si vous permettez, tout le monde ne peut pas s'appeler Georges Clooney et se marier avec une femme druze. Il y a une affaire qui a fait beaucoup de bruit, je pense que c'est à ça que vous pensiez en répondant, il y a 2 ou 3 ans. Une femme druze a épousé un sunnite. Et ce sunnite, donc la famille de la femme druze n'était pas d'accord, mais la femme voulait se marier avec ce sunnite, mais ce sunnite l'avait trompé parce qu'il était déjà marié, je crois qu'il avait déjà une femme. Il a été invité finalement un jour dans la famille druze, et après le repas, il a été émasculé. Donc on ne plaisante pas avec l'honneur, si vous voulez. Il a été émasculé, et Walid Jumblat, le chef de la communauté druze, a couvert. C'est-à-dire, on ne touche pas à l'honneur. Là, on avait touché à l'honneur de la femme druze. Donc c'est au Liban dans les années 2015. Hein. Je ne parle pas d'il y a 200 ans.
Je parle là, maintenant. Et si une femme, plus qu'un homme, dans la confession druze, si elle décide de se marier avec un homme de notre religion, ils disent que c'est pas notre fille. C'est-à-dire, ils ont pris de considérer que c'est pas leur fille parce que juste elle se marie avec avec une personne sunnite ou bien maronite ou je ne sais pas quoi. Alors, si cette question qui ne touche pas l'honneur mais qui touche l'existence et tout ce qui est religieux dans cette famille, alors comment ça va être la réaction envers l'honneur? La question d'honneur, ça va aussi être difficile. Oui. Il faut se méfier des couples médiatiques. Vous voyez, au niveau du sol. Mais ça ne veut pas dire aussi. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mariage mixte. Ça ne veut pas dire toujours, il y a des exceptions. S'il n'y a pas des exceptions, on sera dans un pays qui n'est pas normal. Mais toujours, il y a des personnes qui sont très ouvertes, il y a toujours les exceptions. Et heureusement, il y a les exceptions dans le pays. Il y a la notion de l'honneur, mais il y a des jeunes qui sont contre tout ça. J'aime pas en fait participer à l'image négative de stéréotypes envers notre pays et notre civilisation en général. Mais il y a des choses qui se passent et si on regarde pas et si on critique pas, on n'arrive pas à avancer dans la vie. Votre présence ce soir est l'illustration que ça bouge. Est-ce qu'il y a d'autres, je l'espère, est-ce qu'il y a d'autres questions ? La question des couples mixtes, à part les druzes, est-ce qu'il y a des mariages entre les confessions chrétiennes, maronites, etc. Oui, il y a bien sûr. D'accord. Et même Walid Jumblat, qui est le chef druze, il ne se marie pas, sa femme, elle n'est pas druze. Elle est tcherkesse sunnite, je pense. Alors, il y a toujours de mariages. Voilà, alors on connaît la confession de la femme parce que c'est bizarre un peu de connaître la confession d'une femme, d'un politicien, mais parce que c'est réputé. Toujours quand il y a un druze qui ose à se marier avec une femme ou un homme qui n'est pas druze, on dit mais regardez, c'est le chef druze qui se marie. Pourquoi pour une personne c'est acceptable et pour une autre non? Oui, alors ma question c'est aussi pour la violence contre les femmes. Est-ce qu'il y a une différence entre des jeunes femmes et leurs mères qui sont de notre âge? Merci. Est-ce qu'il y a un clivage là-dessus? Merci pour votre question. On va faire après circuler le micro. Allez-y. Est-ce qu'il y a une différence dans les comportements de génération? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de différences entre les générations, même s'il y a beaucoup de problèmes jusqu'à maintenant. Mais il y a des différences. Il y a la femme maintenant, elle travaille, elle ose de prendre l'initiative pour divorcer. Mais avant, non, si la femme, elle n'a pas la force économique, elle ne peut pas dire non, je ne veux pas, elle reste avec les enfants. Après, la perception, avant, c'était toujours la famille et ce n'était pas le travail. Mais maintenant, comme la femme travaille, elle peut être autonome, elle peut prendre les décisions. Mais avant, c'était presque... c'était difficile, pour ne pas dire impossible, mais c'est difficile parce que moi, je regarde maintenant ma grand-mère, même je regarde ma mère et mes tantes, et je vois comment ils ont vécu et elles vivent jusqu'à maintenant. Et je trouve que moi, je ne peux pas vivre comme ça. Et beaucoup d'autres personnes, femmes surtout, elles ne peuvent pas vivre comme ça. Mais maintenant, ça commence à changer, mais le chemin est long parce que c'est pas seulement la question de divorce. Le pouvoir de dire non, je ne vais pas terminer. Mais la question, c'est la société. C'est l'éducation d'une grande société de prendre une réflexion sur la question de l'honneur.
Au Liban, c'est très normal de demander à une femme pourquoi tu n'es pas mariée jusqu'à maintenant. Mais si la personne va te souhaiter la bonne vie, alors il te dit mais on espère que tu te maries l'année prochaine, hein, l'année prochaine, c'est-à-dire même dans 10 ans, pas dans 10 ans, dans l'année prochaine. Alors la question de mariage et d'engagement, ça reste très 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 important dans la société. Voilà, la question de divorce et l'émancipation, ça change pas toutes les mentalités. Merci. Une autre question? Oui. Bonsoir. Moi, j'avais une question plus par rapport à ce dont vous parliez sur les religions, donc un petit peu moins par rapport aux femmes. Est-ce qu'il y a des voix, alors des personnalités politiques ou de la société civile qui s'élèvent justement au Liban pour proposer, pour promouvoir des lois laïques dans les affaires familiales qui traiteraient finalement tout le monde de la même manière, quelle que soit sa confession? Bien sûr, il y a toujours de mouvements. Moi, personnellement, je travaille dans ces mouvements plus que les autres mouvements. Je travaille toujours pour un mariage civil, pour changer les lois qui concernent le statut familial. On travaille, mais je sais que le travail est très difficile. C'est pas acquis c'est pas facile d'avoir ces lois. Même on a décidé de faire un mariage, on dit facultatif, un mariage civil facultatif. Un mariage civil facultatif, c'est-à-dire, on a dit, ok, d'accord, si vous voulez un mariage civil, si vous voulez un mariage religieux, nous sommes d'accord avec vous. Vous pouvez laisser ça à part. Mais aussi, il y a des personnes qui veulent un mariage civil facultatif. S'ils veulent se marier dans l'église ou devant un imam, ok. Mais s'ils veulent se marier civilement, ils ont le droit. Moi, il y a 20 ans, j'ai 35 ans, il y a 20 ans que je lutte pour ce droit. Mais maintenant, je ne veux pas dire que je commence à perdre l'espoir, mais je commence à réaliser que c'est un sujet très difficile de changer. Mais ce qui est bien, c'est la question de supprimer la confession d'extrait individuel. Alors, s'il y a des personnes qui suppriment leur confession sur l'extrait individuel et familial, dans ce cas, alors ils n'ont pas une confession religieuse. Alors, ils peuvent se marier civilement, sous les lois civiles. Il y a un peu de difficulté, il y a un risque. C'est quoi les conséquences de ce mariage? Comme j'ai dit avant, sur le plan de divorce, l'héritage... parce que, par exemple, chez l'islam et même chez les chrétiens, s'il y a une différence de religion, alors c'est interdit d'hériter. Si, par exemple, la fille a décidé de changer sa confession et sa confession est différente de la confession de père, elle ne peut pas avoir un héritage parce qu'il y a une différence dans les confessions. Et voilà, alors la question de supprimer la confession d'extrait individuel aussi, ça pose beaucoup de problèmes. Il y a un droit civil, mais ça date de mandat français. Mais est-ce que tout est clair dans ce droit? Je ne sais pas. Même parce que moi aussi, j'ai supprimé la confession ma confession de l'extrait individuel. Et comme je suis avocate, alors je sais très bien qu'il y a des conséquences graves. Mais j'ai dit, mais j'assume, parce qu'il faut qu'on supprime la confession. Il faut qu'ils nous traitent comme des individus, des citoyens, et non pas des personnes qui ont une étiquette religieuse ou confessionnelle. Voilà, après, c'est un peu loin de la question des femmes, mais même il y a 4 ans aussi, ils ont proposé. Ils ont proposé une loi électorale que chaque
la personne qui appartient à une confession, il vote juste pour le député qui appartient à sa confession religieuse, qui est le projet loi orthodoxe, ils ont appelé ça. C'est-à-dire un sunnite, juste, il vote pour des sunnites, un chiite, juste pour un chiite. Alors, heureusement qu'ils ont arrêté cette proposition de la loi. Mais on trouve que plusieurs Libanais, ils étaient d'accord avec cette loi, ça peut garder les confessions, il donne un droit à toutes les confessions religieuses. Alors, on voit comment la société fonctionne. Merci. Une autre question là-bas. On voit les personnes partir, je n'ai pas d'idée de l'heure. Merci. Encore 2-3 questions. 2-3 questions, allez-y. Merci beaucoup, donc c'était très enrichissant. Alors j'ai plusieurs questions et des commentaires par-ci par-là. Donc la première question c'était, j'ai fait un master en féminisme, c'était en histoire des femmes et j'ai eu un texte d'une anthropologue américaine, mais d'origine je pense égyptienne ou du Moyen-Orient, qui travaille sur les femmes en Égypte et au Levant, la Palestine et le Liban. Et donc, elle disait que quand les normes sont imposées de l'extérieur, c'est-à-dire imposées par les organisations internationales, elles ont moins d'impact que quand les normes sont créées par les valeurs de la société. C'est-à-dire, moi, je combats les valeurs de ma société par les valeurs de ma société. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je vais vous dire une chose, puisque je connais un tout petit peu la culture, quoique on est différente. Je suis algérienne, je viens d'un milieu très laïque, donc c'est différent. Mais c'est pas ça le truc. C'est qu'un jour, j'ai eu une discussion avec une Française convertie avec un burqa. D'accord? Elle a mis un burqa et je lui ai dit, il faut que Dieu... je lui ai pas dit que c'est laïque. Je lui ai dit, il faut que Dieu soit un homme masculin, hétérosexuel, pour qu'il m'impose cet habit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, en fait, combattre les valeurs avec les valeurs. C'est-à-dire, je combats certains phénomènes dans l'islam par la justice de Dieu. Dieu est juste, non? N'est-ce pas? D'accord. Il y a beaucoup de contradictions par rapport à ce nom, à cet attribut de Dieu. N'est-ce pas? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question, deux questions là-bas. Oui. Moi, je suis d'accord que si on va... je suis totalement d'accord. Si on va lutter pour les droits des femmes dans les pays... Au Liban, il faut qu'on étudie la société libanaise, la culture libanaise. Et ce qu'ils viennent parfois des organisations internationales, il n'est pas homogène avec la société. Je suis totalement d'accord. Il y a beaucoup de formations sur la participation des femmes dans la vie politique et ils viennent pour donner des formations de Suède et de Norvège sur comment la femme peut se présenter son dossier pour les élections. Même moi, j'ai fait une formation sur ça. C'est très important. Mais le problème, il y a un problème du système confessionnel. Si je suis une femme ou je suis un homme, il n'y a pas une distinction entre nous parce que le système confessionnel libanais nous traite pareil. On ne peut pas arriver au pouvoir si on ne fait pas partie de ce système politique. Je donne juste quelques clés. Le Parlement libanais, 50% de chrétiens, 50% de musulmans. Donc vous devez être dans une des deux catégories. Le président de la République est chrétien maronite, le président du Conseil est sunnite, le président de l'Assemblée chiite. Donc vous êtes dans une confession. Et c'est pareil pour tous les hauts postes administratifs. Le chef d'état-major est un chrétien maronite, etc. Donc si vous arrivez, comme Nadine, vous arrivez sans confession, pareil. À l'université libanaise, qui est l'université publique, ce sont des bataillons confessionnels aussi, d'un côté et de l'autre. On fait des titularisations par confession. D'accord ? Donc en fait, la confession compte pour beaucoup de choses. Oui, et aussi, c'est pas seulement la confession, mais le parti politique. Ils sont les mêmes. C'est-à-dire, on peut pas, si on pénètre pas ce mur de corruption, de système confessionnel, on peut pas arriver.
Voilà, alors c'est juste pour dire que je suis totalement d'accord, mais c'est juste, je dis, peut-être parfois on arrive à mi-chemin entre ce qui apporte l'organisation internationale et ce qu'on a besoin dans notre société. Alors, il y avait une question là-bas au fond, et puis après, il y a vous. Par la dernière question, vous a amené à répondre un peu dans le sens de la question que je voulais poser. Vous avez prononcé le mot de citoyenneté. Donc, en fait, la citoyenneté, si elle se développait, enfin, si elle était vraiment mise en exercice, elle est matrice de l'égalité entre hommes et femmes, me semble-t-il. Alors ma question, c'était aussi, qu'en est-il de la liberté religieuse et la liberté de la conscience? Qu'en font tous ces églises et ces diverses confessions, qu'elles soient musulmanes ou maronites ou autres? Qu'est-ce qu'elles disent de la liberté religieuse ou de la liberté de conscience? C'est ma question. Merci. La liberté de conscience, en général, au Liban, c'est protégé. C'est protégé en général. Mais il y a 2 jours ou 3 jours, je ne sais pas si vous avez entendu qu'il y a un poète qui a écrit un post sur Facebook et qui a insulté qui a insulté la Vierge Marie. Alors voilà, et lui, il est athée. Alors c'est triste de dire qu'il est maintenant dans la prison, mais avant ça n'existe. Je trouve que maintenant, je ne sais pas, peut-être parce qu'il y a le Facebook, alors c'est un truc qui est public, qui affecte beaucoup plus la conscience et la société. Mais avant, je n'ai jamais senti qu'au Liban, on ne peut pas avoir la libre conscience de dire que nous sommes athées, nous sommes chrétiens. L'originalité du système confessionnel, malgré tous les inconvénients, il y a un avantage qu'il y a cette liberté d'expression. Alors, il y avait madame d'abord, et puis après monsieur. Merci, bonsoir. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez incapable de vivre comme votre mère et votre grand-mère vivent aujourd'hui. Du coup, je voulais savoir comment est-ce que les familles réagissent, sachant que la famille, c'est important au Liban, comment est-ce que les familles réagissent lorsque les femmes s'émancipent, c'est-à-dire qu'elles voyagent, qu'elles font des études, qu'elles vont aussi loin que possible et qu'elles reviennent, et soit qu'elles décident de ne pas se marier, par exemple, ou qu'elles décident de choisir un partenaire qui n'est pas de la même confession ou qui ne vient même pas du même pays. Comment est-ce que les familles, elles réagissent à ça ? Bien sûr, il y a plusieurs familles qui acceptent que la femme voyage et tout. Alors voilà, il y a. Je suis d'accord qu'il y a une contradiction dans la société libanaise. En tout cas, c'est une société il y a beaucoup de contradictions. C'est un choix à assumer quand on se marie avec une personne de notre confession. C'est-à-dire, il n'y a pas un risque d'aller dans la prison. C'est pas interdit dans les lois. Tout c'est accepté. C'est pas comme la Tunisie qui ont fait une loi pour permettre à une femme tunisienne à se marier avec un homme de notre religion. Au Liban, ça n'existe pas. Tout est permis. C'est normal de faire ça. C'est normal, mais dans une classe sociale, c'est pas normal. C'est-à-dire toujours la société, il te dit, il y a une expression en arabe qui dit c'est-à-dire la personne qui se marie avec une femme ou bien un homme qui n'appartient pas à sa confession, il meurt de ses soucis, avec ses soucis. Voilà, alors c'est-à-dire il vit une vie très difficile. Alors c'est une expression. Et à chaque fois quand il y a un mariage mixte, on dit cette expression, mais il y a des difficultés, mais toujours nous sommes humains. Alors il y a des personnes qui militent pour il y a l'amour aussi qui fait l'impossible. Alors, pour réussir un mariage mixte, il faut qu'il existe
la culture dans le couple, parce que c'est pas seulement la question de mariage, c'est la question des enfants, si l'homme il est chrétien ou bien il a changé la confession, comment on va éduquer les enfants, dans quelle école, est-ce qu'on va mettre les enfants dans une école chrétienne, une école laïque, une école musulmane, voilà, avec aussi qu'est-ce qu'on peut donner pour l'enfant pour sentir qu'il est fort dans la société. Alors voilà, c'est un travail difficile, mais c'est pas impossible. La femme, bien sûr, elle peut voyager, mais tout ce que je viens à dire maintenant, ça existe dans l'inconscient de la société. C'est-à-dire, dans l'apparence, on trouve qu'il y a un grand changement dans la société libanaise, mais si on va entrer dans les détails, si on va analyser l'inconscient de la société libanaise, on tombe sur les problèmes et on trouve qu'on a besoin beaucoup de travail pour améliorer la société, pour développer la société. Alors, il y avait monsieur, puis monsieur. Ça fait déjà 2 questions. Et madame, et après on s'arrêtera. Merci. Bonsoir. Je voulais vous demander justement comment est-ce que le mouvement des femmes se positionne par rapport au développement de l'intégrisme religieux qui est lié certainement depuis 1979 à la concurrence entre l'Iran et l'Arabie saoudite, c'est-à-dire entre chiisme et sunnisme. Comment le mouvement des femmes se positionne-t-il par rapport à ce problème-là ? Quand j'ai parlé de la lutte des femmes en 1944, la lutte et le mouvement des femmes a pris une image politique, c'est-à-dire il y avait des discussions politiques sur l'avenir des pays arabes, pour lutter pour l'indépendance et tout. Maintenant, le travail est très différent. Le travail, c'est à travers des associations, de la société civile. Et comme il y a un financement de sociétés civiles ou bien des associations qui travaillent, alors ils essayent de ne pas entrer dans ces détails politiques régionaux parce que le financement est pour faire ce travail. Alors, je ne dis pas que c'est vrai d'oublier ce qui se passe sur le plan politique, mais maintenant le combat ou la lutte ne prend pas cette image ou bien cette orientation politique. Merci, monsieur. Bonsoir. Oui, en fait, je voulais juste, enfin, pas forcément, mais prendre quelque peu le contre-pied de la dame qui est intervenue par rapport à la burqa. Moi, ça m'amène à vous poser la question parce qu'elle parlait de normes, qu'on s'adapte aux normes de son pays, ou en tout cas, et au moment où on est dans une globalisation, est-ce que vous pensez que le combat pour l'égalité et la liberté de la femme doit être universel ou elle doit être cantonnée sur chaque spécificité? Parce que ce qu'elle a dit là tout à l'heure, ça se passe en France. Et donc les normes françaises, il me semble qu'elles ne sont pas comme ça. Donc on doit pouvoir... Enfin, là, je vous donne mon point de vue, mais j'allais vous demander, est-ce que vous pensez que c'est un combat qui doit être universel ou ça ne sera pas gagné, en fait? Il faut qu'il soit universel. Il faut qu'il existe une solidarité entre les femmes partout. Les femmes françaises avec les femmes algériennes, avec les femmes palestiniennes, avec les femmes libanaises. Il faut qu'il existe cette solidarité. Mais est-ce que cette solidarité existe? Non. Ça n'existe pas, cette solidarité. La solidarité existe à travers les médias. C'est-à-dire, si les femmes kurdes militent et elles portent les armes et tout, alors on trouve qu'il y a un écho dans une autre société et ils parlent de femmes kurdes. Mais est-ce qu'ils comprennent que les femmes kurdes, elles vivent comment dans la société pour vraiment être solidaires avec cette femme, ou bien seulement on va suivre les médias? La solidarité, il faut qu'il existe, bien sûr, mais ça n'existe pas. Après, il y a la coopération entre les organisations, mais pour qu'il existe cette solidarité,
travailler aussi sur les stéréotypes envers les femmes. Par exemple, les stéréotypes que les femmes occidentales composent sur les femmes orientales, ou bien l'inverse. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais la globalisation, maintenant, on sait ce qui se passe, mais il reste la spécialité la spécificité de chaque société qu'il faut prendre en considération. On sait ce qui se passe, mais il faut s'informer, parce que je pense que tout le monde ce soir n'était pas au courant des combats qui avaient eu lieu l'été dernier en Jordanie, au Liban et en Tunisie. Peut-être, Madame, une dernière question ? Bonsoir et merci. Je voulais vous demander, qu'est-ce qui a fait de vous cette femme que vous êtes aujourd'hui, convaincue, agissante, avec beaucoup de force dans votre parcours personnel d'enfance, d'adolescence, une éducation, une prise de conscience de quelque chose d'un environnement un peu difficile? Est-ce que vous pouvez répondre? Oui, c'est une question personnelle, mais je pense que l'éducation était très importante, et aussi l'éducation et la culture. Et le point de départ de tout, c'est l'amour de la vie. Pour moi, c'est ça qui me permet à découvrir la vie. Voilà, c'est juste ça.